C'est bon, ça tourne. Alors, trois choses que j'ai appris sur l'ornementation récemment. La première, c'est que ça traverse l'histoire. Donc l'ornementation est une reprise de motifs dont on ne connaît pas forcément l'origine et la destination, mais on est sûr d'une chose, c'est qu'ils sont repris parce qu'il y a une recherche purement décorative, mais aussi une attribution à des pouvoirs, une identification à des pouvoirs, une reprise de signes qui signifie l'histoire d'un peuple qui s'est déplacé et qui veut conserver une mémoire, qui veut conserver une culture, une manière de faire. Donc cette ornementation traverse l'histoire de l'art et elle dit toujours quelque chose, elle raconte toujours une histoire. La deuxième chose que j'ai appris sur l'ornementation, c'est qu'elle n'était pas toujours belle, elle n'était pas toujours décorative. On a des ornementations qui sont faites en laidis. Par exemple, le bossage sur les façades d'architecture correspond en fait à détruire les façades des pierres. Alors, on peut graver dedans, dessiner des points ou des lignes, mais on peut aussi les rendre irrégulières, grossières et pourquoi pas défensives, c'est-à-dire répulsives en fait. Et enfin, la troisième chose, c'est que l'ornementation est autant la forme que le fond, c'est-à-dire autant la structure que le recouvrement. En architecture encore, il y a des façons de construire des murs qui sont l'ornementation. Donc on ne peut pas distinguer la structure de son apparence. Par exemple, puisque j'habite à Bruxelles, les murs en briques sont identifiables suivant leur fonction. Si c'était des murs d'habitation, des murs d'usine ou simplement des murs de séparation, ils n'ont pas le même dessin. Et ce dessin fait l'ornementation. L'ordre, le rythme des briques fait l'ornementation. Et pourtant, ça fait la structure. Donc le fond et la forme se mélangent. Alors, dans ces deux accrochages qu'il y a ici, se déroulent 25 ans. Donc c'est un accrochage rétrospectif. Comme on est dans l'atelier de Jérôme Borel, je me disais que dans un atelier, c'est là où on voit le passé. Et donc, je suis remonté jusqu'au milieu des années 90, lorsque je cherchais ma voie, et une source d'inspiration qui me semblait assez puissante, c'était les rosaces des églises et les vitraux. Et dans ces vitraux, on voit des lignes, on voit des images figuratives et on voit de la lumière. Ce qui était à l'origine mélangé, par exemple dans ces dessins de rosaces ou dans ces gravures, s'est dissocié par la suite. Et progressivement, plus on arrive dans le travail récent, plus on se rend compte que la lumière est devenue un motif en soi, l'ornementation qui était le dessin des vitraux, des rosaces, est devenu un dessin libre, le papier peint des scènes de chasse, ou même le dessin des plantes, des fleurs par exemple, et puis les visages sont restés une tradition du portrait. Mais c'est vrai qu'avant, c'est pour ça que j'ai mis une figurine d'église en haut, avant de faire des portraits de face ou de dos, je faisais des figurines d'église. Donc en fait, il y a toute une fragmentation, je dirais une sécularisation des sujets qui m'ont amené à conserver dans mon bagage ces thèmes qui peuvent paraître contradictoires, d'avoir en même temps des scènes de chasse, des petits oiseaux, des figurines d'église, des scènes de séduction ou des portraits, mais ils viennent de la même source qui me semble être dans l'art médiéval ce moment où notre univers était peut-être le plus unifié par des croyances, par des symboles, par des architectures, mais c'est celui que en général les jeunes artistes aiment, moi en tout cas, parce qu'on peut retrouver dans des images un monde extrêmement multiple et intégré, ce qui nous manque aujourd'hui. Alors, pour la petite histoire, par exemple, les cercles roses qui sont en haut, je ne sais pas exactement de quelle année ils sont, mais 96 probablement, on les retrouve derrière le dernier portrait de dos que j'ai fait, qui est celui de cette année, Simon Pasieka. Et je trouve ça rigolo de dire, ben alors les mêmes formes restent en fait, on évolue peu, on ne fait que combiner les choses. Mais le langage est le même. Les rosaces se retrouvent dans l'ornementation du papier peint des scènes de chasse, mais on va aussi le retrouver dans le papier peint des scènes des années 70, et pourquoi pas dans le dessin des feuilles. Et puis évidemment là, avec cette figurine, on a une espèce de libération, c'est-à-dire qu'on sent que la rosace est là, mais j'en sors pour trouver un motif autonome. D'autres tableaux qui ne sont pas présents, ce motif devient un encadrement. Donc, il fait tout simplement le tour du tableau. Une fois que la lumière a été séparée et devenue un sujet autonome, on arrive au contre-jour. C'est-à-dire que les plantes deviennent noires, comme les ferrures des rosaces d'église, et recouvrent simplement
un ciel lumineux. Et alors, comme exemple d'ornementation répulsive et négative, on a évidemment tous les monstres, les grotesques ou les gargouilles. Et donc là, j'ai sorti un freak's portrait. Parce qu'on peut dire que ces boursouflures sont une ornementation du visage. Alors, ce sont un peu réunis le vocabulaire que je traîne depuis les années 90, à savoir les petits sujets ridicules, les oiseaux, les figurines d'église, les scènes de chasse, le papier peint, les fleurs, et puis ensuite les sujets plus pérennes qui sont de toute façon la figure humaine, le portrait de face avant d'être devenu un portrait de dos, et puis les scènes plus sociales.